merci de vous être rendus dans ces conditions aussi difficiles, chers amis. Alors, aujourd'hui, on va se rendre à Washington visiter le National Gallery of Art. Ce musée, qui a été créé comme un cadeau au peuple américain, sert de centre des arts visuels dédié à l'éducation et à la culture. Sa riche collection de plus de 150 000 peintures, sculptures, objets décoratifs, photographies, gravures et dessins couvre toute l'histoire de l'Occident et exhibe les plus beaux exploits de la créativité humaine. Ouverte 363 jours par année, la National Gallery offre un large éventail d'expositions spéciales et de programmes publics, le tout gratuitement. Au cœur du bâtiment, au-dessus du hall central, on a construit une réplique du dôme du Panthéon à Rome, cette merveille de l'Antiquité. Ce magnifique musée a été l'idée de M. Andrew Mellon, qui est un financier et collectionneur d'œuvres d'art, qui a aussi servi comme secrétaire au Trésor dans le gouvernement américain sous 4 présidents. C'est lui qui personnellement a financé la construction du musée pour ensuite l'offrir à la nation américaine. En 1941, comme vous voyez sur la photo, c'est le président Franklin Delano Roosevelt qui accepta le cadeau de M. Mellon au nom du peuple américain. Il l'inaugura officiellement. La première collection du musée était constituée de 126 toiles et 26 sculptures, toutes des dons de ce même généreux donateur. En 1971, la East Wing a permis l'agrandissement du musée selon les notes de l'architecte sino-américain E.M. Pye, qu'on voit ici, qui plus tard concevra la fameuse pyramide vitrée du Louvre à Paris et qui avait conçu la place d'une Marie à Montréal. Dans leur collection, on retrouve la seule peinture de Léonard de Vinci en sol américain. La collection s'étend du Moyen Âge à nos jours. La peinture italienne de la Renaissance est particulièrement bien représentée. Le musée, à l'instar de bien d'autres musées américains, est aussi très bien doté en œuvres impressionnistes. Je me suis amusé à compter le nombre de tableaux de Renoir qu'on retrouve dans leur collection. Eh bien, il y en a 89, rien de moins. Ils ont même un tableau de Jean-Paul de Riopelle que nous aurons le plaisir de voir un peu plus tard. Le musée est formé de 3 entités. D'abord, il y a le Jardin des sculptures, dont on voit ici un exemple. Il y a le West Wing, qui est le cœur original du bâtiment qu'on vient de voir. Et il y a la East Wing, qui est le bâtiment de M. Pye, plus récent, qui abrite les œuvres modernes. Alors, commençons avec les artistes américains, puisqu'on est chez eux. Alors, on va commencer par John Singer Sargent, dans cette œuvre qui s'intitule « En route pour la pêche » de 1878. Ce tableau représente une scène dans le petit village de Cancale, le long de la côte bretonne. Avec en arrière-plan une large plage à marée basse, le phare et un ciel nuageux. On voit un groupe de femmes et d'enfants à la recherche des poissons et des fruits de mer qui étaient échoués sur la plage pour préparer le souper de la maisonnée. La composition impressionnante de Sargent apporte un air de fraîcheur à ce thème très populaire au 19e siècle, la vie des simples paysans. Même si ce tableau donne une impression de spontanéité et d'exécution facile, Sargent a déployé beaucoup d'efforts sur cette toile qu'il voulait inscrire au Salon de Paris de 1878. Il était en début de carrière, il faut savoir. Heureusement, même avant la fin du salon, l'œuvre avait déjà trouvé preneur. C'était la seconde œuvre que Sargent réussissait à vendre dans sa longue et prolifique carrière. Mademoiselle Beatrice Townsend, 1882. Cette jeune fille était la 6e d'une famille de 7 enfants, dont le père était un avocat et politicien new-yorkais, et la mère une amie de Sargent. On retrouve beaucoup de portraits d'enfants dans les premières œuvres de ce peintre, et ce sont ses tableaux les plus fascinants. La présence d'un jouet ou d'un animal de compagnie sert à amplifier la représentation de la personnalité du sujet. Ici, il rend bien la rassurance et la confiance de cette jeune fille qui nous regarde droit dans les yeux. Repos, 1911.
La facilité extraordinaire avec laquelle Sargent arrivait à représenter des sujets élégants dans des décors toujours somptueux l'avait rendu extrêmement populaire des deux côtés de l'Atlantique. Rendu en 1909, Sargent en avait soupé de se plier aux exigences de ses clients, plus vaniteux les uns que les autres. Décida donc de se tourner vers des thèmes plus fantaisistes, tels la représentation de sa nièce Rosemary, dont il fit ce portrait inusité, absorbé qu'elle est dans sa rêverie poétique. Mademoiselle Mathilde Townsend, 1907. On voit une jeune femme au teint de pêche vêtue d'une longue robe bleutée avec une traîne rosâtre dans ce tableau à la verticale. Derrière elle, des nuages tout blancs se promènent dans un ciel azuré. Elle porte un étroit bracelet doré à son poignet gauche, une bague argentée sur cette même main. Le portrait a un style très relâché, surtout pour les vêtements, de sorte que les coups de pinceau sont apparents à plusieurs endroits. On va changer de peintre, on va passer maintenant à Edward Hopper. Soirée à Cape Cod, 1939. Ce tableau a été peint à Truro, un petit village de pêcheurs, où Hopper passait ses étés loin de New York. L'image représentée est une compilation d'esquisses et d'impressions mentales glanées dans la région immédiate. Le chien semble appréhender un bruit dans la nature qui l'avertit d'un danger imminent, tandis que l'homme et la femme qui présumément forment un couple semblent s'ignorer l'un l'autre. Hopper présente un assemblage de dissonances savamment orchestrées qui émet une impression plutôt pessimiste sur les relations humaines avec la nature. La maison Haskell, 1924. Du bas de la colline, on regarde vers une maison au revêtement blanc avec des volets verts et des bay windows de chaque côté de l'entrée dans cette aquarelle à l'horizontale. Du gazon vert printanier ceinture la maison et des baies bien taillées, des haies plutôt bien taillées cachent l'escalier qui mène à l'entrée de la maison. Le toit est fait de tuiles d'ardoise grises et les ombres sont peintes en mauve foncé. La maison se découpe en silhouette sur le ciel bleu pâle. Passons maintenant à Mary Cassatt. La Loge, 1880. Mary Cassatt nous montre deux jeunes femmes au teint de pêche, portant toutes deux une robe blanche et elles sont tellement près l'une de l'autre qu'elles remplissent tout l'espace vertical. Le tissu des robes est peint avec des coups de pinceau de couleur rose pâle, bleu délavé et d'un léger vert menthe, mais l'œil les lit comme étant des robes blanches. L'éventail est peint en blanc argenté, décoré avec des taches de jaune, de vert et de rouge corail. Eddie Cassatt. Il s'agit du fils de son frère Alexandre. Elle nous le montre avec ses grands yeux bleus, ses joues lisses, un petit nez et la bouche fermée. Ses cheveux blonds sont abondants et recouvrent en partie son front et retombent sur ses épaules. Son chien a une fourrure anthracite et il est assis à angle, se tournant vers la droite. Ce portrait est peint de façon relâchée, les coups de pinceau sont apparents surtout sur le tapis, le chien et l'arrière-plan. Des enfants jouant sur la plage, 1884. Lorsque Mary exposa ce tableau en 1886 au dernier salon des impressionnistes, sa réputation de peintre de mère et d'enfant était déjà solidement établie. Les critiques avaient vanté son habileté à représenter les enfants de façon tendre et non pas sentimentale. Son intérêt pour les gravures japonaises à partir de 1883 est évident dans ses œuvres comme ce tableau. Elle a incliné le plan d'observation vers l'avant en se penchant au-dessus des enfants et elle a réduit au minimum le nombre d'objets dans l'arrière-plan pour focusser sur les deux petites filles jouant dans le sable. Absorbées qu'elles sont dans leur activité, elles représentent bien l'attitude près de la nature qui prévalait à l'époque dans la littérature et dans l'art. Le tableau occupe une place unique dans l'ensemble de son œuvre. Enfant avec un chapeau de paille, 1886. Dans ses portraits d'enfants, Mary Cassatt décrivait des sentiments, des moments relativement tranquilles et pas exceptionnels, avec un dynamisme considérable dans sa composition.
Cette toile est une des nombreuses où elle nous montre les petites filles qui veulent s'habiller comme des grandes. Sauf dans ce cas-ci, où il est clair que cette petite n'est pas à son aise, qu'elle n'aime pas se faire demander de rester immobile pour la pause. Des coups de pinceau sont appliqués avec énergie à travers la composition, formant des motifs abstraits comme sur les manches de l'enfant. Cette manière d'appliquer la peinture s'appelle alla prima, ce qui donne une apparence de spontanéité à l'œuvre. La sortie en chaloupe. Le tableau nous montre une chaloupe vert lime et blanche, transportant un homme et une femme tenant un bébé. La femme et l'enfant sont assis face à l'homme. Leurs chapeaux à large bord sont peints d'un ton vert pâle. Le coin de la voile de cette même couleur est raidi par le vent à gauche. La rive au loin est ponctuée d'arbres et de maisons blanches aux toits rouges. Alexandre Calder. Petite araignée, 1940. Cette sculpture verticale est faite d'un élément en forme de C inversé qui supporte une série de 10 fils de métal entrelacés qui se terminent en cascade et en forme de feuille à l'autre bout. La forme en C est supportée au sol par 3 pieds. Les bras, en forme de S, sont reliés par de petits anneaux au centre. Les feuilles qui terminent ce mouvement en arabesque sont toutes de couleurs différentes. Constellation verticale avec une bombe, 1943. Est-ce que c'est la guerre mondiale qui a inspiré cette sculpture à Calder? Peut-être bien. Elle constitue de 10 formes reliées par un fil rigide pour créer un objet qui repose sur le sol. 5 des formes sont en bois, les autres sont peintes. La cinquième de ces formes en haut à gauche a un bout en forme de cône pointé vers le bas, d'où sans doute le titre de l'œuvre. Drôle de poisson, 1948. Le contour du poisson est fait en métal peint et pour donner la forme, et il est suspendu avec des fragments de verre colorés pour simuler les écailles du poisson. Sur la queue du poisson, un fil en métal rouge est tendu pour représenter les rayons de cette partie de l'animal. Un aileron sous son ventre, en fil de métal bleu, est en forme de boomerang. Obus, 1972. 3 feuilles de métal découpées en des formes différentes et toutes monochromes, soit en rouge, en noir ou en bleu, constituent cette sculpture abstraite. Au centre de l'œuvre, une forme noire est surmontée d'un triangle qui fait penser à une flèche. Alors qu'on pourrait s'imaginer marchant ou rampant sous les arches noires et rouges, la pièce en bleu est infranchissable car pleine. Une forme en triangle arrondi est découpée dans cette feuille de métal bleu près du dessus à droite. On va passer maintenant aux peintres italiens de la collection. On va commencer à Venise par le Titien. Son œuvre Vénus et Adonis. Vénus s'accroche à son amant comme si elle devinait la mort fatale qui l'attend. Adonis sera encorné par un sanglier sauvage et il en mourra. Le Titien a peint cette scène au moins 30 fois. La version en possession de ce musée date de 1560, mais les examens techniques laissent croire qu'elle avait été entamée 20 ans plus tôt. L'allégorie de l'amour. Le costume de l'homme donne des indices sur la période où cette œuvre a été produite. La coiffure n'a pas été à la mode avant les années 1520. Ce tableau comporte des similitudes de composition avec une autre toile du Titien qui se trouve au Louvre et qui s'appelle « Femme au miroir », que voici. Le Doge Andrea Gritti. Cette toile est l'un des plus beaux portraits de Titien. Il nous montre l'expression féroce de ce Doge qui imposait l'autorité. Il paraît qu'il a séjourné à Constantinople comme marchand et comme espion pour le comte de Venise. Il aurait joué un rôle important dans la conclusion d'un traité de paix avec les Turcs. Comme Doge, il a joué un rôle majeur comme mécène des arts et de l'architecture. Femme tenant une pomme.
Cette femme remarquable, dont les cheveux sont détachés et qui porte une robe richement ornementée, dévisage carrément l'observateur. Elle caresse dans ses mains une pomme, ce qui en art a des connotations de la sexualité féminine. Même si ce tableau a le format d'un portrait, il est probable que le titien ne voulait pas représenter une personne en particulier, mais plutôt faire un portrait fantaisiste en hommage à la beauté féminine en général. Bon, maintenant, on va voir le seul tableau de Léonard de Vinci qui se trouve en Amérique. Il s'intitule Geneviève de Brécy de 1478. Elle était la fille d'un riche banquier florentin. Ce tableau est la seule peinture que Leonardo présente dans les Amériques. Au moment de ses fiançailles, elle n'avait que 16 ans. Leonardo en avait 6 de plus et il en était à ses premières œuvres, ses premières armes avec la peinture à l'huile. Leonardo dévoile déjà son goût pour le naturalisme qui allait transformer la peinture de la Renaissance. Le modelage du personnage se fait en douceur et on ne voit pas de transition abrupte entre l'ombre et la lumière. La vaste majorité des portraits de femmes à cette époque se faisaient à 2 occasions seulement, soit à leur fiançailles ou à leur mariage. Dans ce dernier cas, pour le mariage, on faisait le portrait des 2 conjoints, avec la femme toujours du côté gauche. Le dépouillement de ses vêtements est étonnant car d'habitude c'était l'occasion d'exhiber la richesse familiale. On va passer maintenant à Sandro Botticelli. Julien de Médicis, 1480. Ce Julien était le jeune frère de Laurent le Magnifique qui régnait sur Florence. Le jour de Pâques de 1478, c'est d'actualité, Julien avait terriblement mal à un genou et on avait dû l'aider pour qu'il aille à la cathédrale. Il avait été aidé par les mêmes hommes qui voulaient l'assassiner, des membres de la famille Pazzi, des banquiers rivaux des Médicis. Pendant la consécration, alors que tout le monde baissait la tête, ils l'ont poignardé. Laurent, de son côté, réussit à trouver refuge dans la sacristie et plus tard, il a pu poursuivre son règne. On va aller maintenant du côté de Raphaël. Alba Madonna. Après 4 ans passés à Florence, Raphaël est déménagé à Rome, où des mandats plus importants sous le règne du pape Jules II l'attendaient. Ce tondo nous montre la Vierge assise directement sur le sol, plutôt que sur un trône céleste. Raphaël démontre beaucoup de délicatesse dans les couleurs de cette toile, où les personnages sont vêtus de rose, de bleu pâle, et il y a du vert dans le paysage classique idéalisé. L'enfant Jésus, acceptant la croix de Jean-Baptiste, est prémonitoire du calvaire qui l'attend. Saint-Georges et le dragon. Ce tableau appartient à une série de panneaux miniatures que Raphaël a peints à Florence pour la cour d'Urbino, sa ville natale. Saint-Georges était un soldat romain de foi chrétienne qui avait sauvé la fille d'un roi païen en tuant le dragon avec sa lance, ce qui amena le roi et ses sujets à se convertir au christianisme. Bindo Altoviti. Ce jeune homme, avec des longs cheveux blonds, nous regarde par-dessus son épaule droite dans ce portrait à la verticale. Il est montré sur un arrière-plan vert émeraude, portant une cape noire et un vêtement bleu. Il tient sa main droite contre sa poitrine et porte un anneau doré avec une pierre verte. Ce personnage était un banquier né en Florence qui avait hérité de la fortune paternelle alors qu'il n'avait que 17 ans. On retournait à Venise voir Giorgione, 1480, la Sainte Famille. Giorgione a été un des peintres les plus influents de la haute Renaissance vénitienne. On sait qu'il a étudié avec Giovanni Bellini à Venise, ce qui a laissé une influence durable sur son œuvre. Même s'il a laissé certains tableaux à sujet mythologique et historique, sa plus grande influence fut comme portraitiste capable de capter les expressions subtiles et raffinées de ses sujets avec un modelage adroit et une coloration soignée. Vénus et Cupidon
dans un paysage. Ce tableau représente Vénus qui est la déesse de l'amour, qui désarme son fils Cupidon, reconnaissable à ses ailes et à son carquois, en lui retirant ses flèches. Pendant que d'autres peintres utilisent le paysage pour meubler l'espace autour de leur sujet, Giorgione s'en servait pour mettre la table et créer une ambiance dans ses tableaux. Giovanni Borgherini et son tuteur, 1505. C'est probablement ce tableau que Vasari, le peintre, architecte et historien de l'art des Médicis, avait vu dans la résidence de Giovanni Borgherini à Florence et que Giorgione avait peint durant la jeunesse de son sujet. Cette toile avait sans doute été commandée par son père Salvi Borgherini alors qu'il était à Venise avec son fils à côté de 1504. Giorgione est décédé dans la trentaine et il n'a laissé derrière lui que 8 œuvres qui lui ont survécu, dont 3 qui sont dans cette collection. Il est connu pour la poésie fugace qu'on retrouve dans ses toiles. Le Tintoret. Un procureur au palais de Saint-Marc. Ce tableau dépeint un des imposants responsables de la justice à Venise. Le Tintoret a été un des plus prolifiques artistes vénitiens durant la haute Renaissance, se spécialisant dans les scènes religieuses à grande échelle, les sujets mythologiques et les portraits. Son style était caractérisé par un usage exagéré et dramatique des effets de la perspective. Avant de peindre des poses complexes, il faisait souvent des modèles en cire. Même s'il était un maître peintre, le Tintoret a quelquefois été critiqué pour ses coups de pinceau rapides et brouillons qui apparaissaient à ses critiques et à ses pairs comme un manque de fini. Le Tintoret avait peu d'affinité avec les autres peintres de Venise, mais il s'est découvert des goûts communs avec El Greco. On va quitter l'Italie pour se rendre en France avec un tableau de Renoir, l'Odalisque. Une odalisque était dans le monde ottoman une esclave qui s'occupait des femmes dans le harem. Renoir a peint sa première odalisque en 1870. C'était une femme européenne dans des vêtements extravagants d'une Algérienne. Comme dans tous ses tableaux, Renoir montre des formes douces, rondes et sensuelles. Ce sera qu'en 1881, soit 11 ans plus tard, qu'il put finalement se rendre en Afrique du Nord pour en venir à la conclusion que les femmes là-bas sont inapprochables. Il retournera donc de sa pratique de peindre des modèles français vêtus de robes exotiques. C'est ainsi qu'en 1895, 25 ans plus tard, il a peint cette seconde odalisque. La fille à l'arrosoir. En 1976, Renoir commença à peindre des scènes anecdotiques de femmes et d'enfants. Ses couleurs reflètent la fraîcheur de la palette impressionniste et les coups de pinceau sont délicats, surtout dans le visage de la petite fille. Une atmosphère de lumière chaleureuse et enveloppante transmet la notion de l'innocence de cet enfant. La baigneuse se coiffant en 1893. Avec ses manipulations émotives de couleurs et son vocabulaire de coups de pinceau rapides, Renoir a contribué grandement à la création du mouvement impressionniste. Ici, ses coups de pinceau sont entremêlés, donnent un aspect presque embrouillé au tableau. Les joues de la baigneuse sont bien roses, de même que ses lèvres. Ses seins sont bien ronds, fermes, et une pièce de tissu blanc entoure le haut de ses cuisses. L'enfant et les jouets, de 96. Cet enfant, c'est Jean Renoir, à l'âge de 2 ans, avec sa nounou Gabrielle, qui était aussi un modèle et une servante dans la maison de M. Renoir. Alors, Jean Renoir deviendra un scénariste et réalisateur de cinéma dont les films sont profondément marqués les mutations du cinéma français entre 1930 et 1950, avant d'ouvrir la voie à la nouvelle vague. Il est décédé à Beverly Hills en 1979. On passe maintenant à Edgar Degas. Les Cavaliers.
Même s'il est considéré comme un des fondateurs de l'impressionnisme, de concert avec Manet, Renoir et Cassatt, il rejetait le titre d'impressionniste. Il préférait nettement s'appeler réaliste, ne jurait que par le réalisme. Il détestait les scandales causés par les expositions des impressionnistes. Il se moquait de leur manie de trop peindre à l'extérieur. Sa vie personnelle était plutôt tranquille, car il croyait qu'un artiste devait mener une vie de solitude, ce qu'il fit. Éventuellement, il se brouillait avec des amis juifs à cause de ses opinions antisémites. Ne se maria jamais, était opposé au changement social et aux innovations technologiques. Il a toujours peint à l'intérieur jusqu'en 1912, alors qu'il était presque aveugle. Les statuettes de danseuses et de chevaux. Vous savez tous que Degas, avant d'entamer un tableau, préférait faire des études du mouvement de ses sujets au préalable, avec des statuettes habituellement en cire ou en plâtre que ses éditions ont subséquemment fait couler en bronze. Sachez que ce musée possède un nombre presque incalculable de ces statuettes, que je vais vous en montrer quelques-unes. Ce sont soit des danseuses ou des chevaux, même des chevaux avec jockey. Mademoiselle Hortense Valpinson. Cette œuvre a été acquise par M. Paul Mellon, le fils du généreux créateur de ce musée. Dans le même esprit de générosité que son paternel, il en fit don à la National Gallery. Degas a fait ce portrait en 1883 au pastel et au crayon de graphite de cette dame qui portait aussi le nom de Madame Jacques Fourchy. Édouard Manet, le vieux musicien. Dans sa critique du Salon de Paris de 1846, le poète Charles Baudelaire empressait les artistes de représenter les héros de la vie moderne. Manet incarnait le peintre idéal du Paris de l'époque. Au début des années 1860, le baron Haussmann avait fait raser les taudis de la ville pour les remplacer par des immeubles en pierre de 6 étages le long des larges boulevards. Manet représente ici un musicien ambulant, une gitane avec un enfant, un acrobate, un ivrogne et un mendiant. Cette faune constituait bien les gens déplacés par les travaux d'urbanisme. En plaçant les pigments côte à côte plutôt qu'en les mélangeant comme auraient fait les académiciens, Manet obtenait un effet plus net et frais. Renoir et Monet admiraient son style, ne tarderont pas à emboîter le pas en route vers l'impressionnisme. Le chemin de fer, 1873. La gare Saint-Lazare, celle qui était la plus occupée de Paris, sert d'arrière-plan à cette scène, mais sans quoi la voir. Tout ce qu'on voit, c'est la vapeur dégagée par la locomotive. La femme est Victorine Meurant, le modèle préféré de Manet. Et la fille est la fille d'un collègue. Manet avait soumis 4 œuvres au Salon de Paris de 1874. Seules 2 ont été acceptées, dont ce tableau. On va passer du côté de la sculpture avec Aristide Maillol. Les 3 nymphes, 1937. C'est en 1930 que Maillol commença son groupe de nymphes. Il y travailla pendant 7 ans, l'exposant pour la première fois en 1937 au Petit Palais, le musée de la ville de Paris. Chacune des nymphes représente la fleur avec laquelle elle est couronnée, c'est-à-dire la pâquerette, la renoncule et la marjolaine. C'est une œuvre marquante de l'entre-deux-guerres dont Maillol était particulièrement satisfait. On y reconnaît l'essentiel de son style, la plénitude des formes, le classicisme des lignes et la symbolique des figures. Ce style plein et épuré d'une profonde originalité joue un rôle aussi important que les sculptures de Rodin dans une toute autre voie. Torse d'une jeune femme. Dans les années 1930, pendant qu'il cherchait une nouvelle inspiration, Maillol a fait la connaissance de Dina Vierny, une jeune fille aux formes épanouies, deviendra son principal modèle pour les 10 années à venir. Par sa vision sur l'arrangement des masses et la rupture avec l'art descriptif du 19e siècle, Maillol, dans son domaine, a ouvert la voie à l'abstraction. D'emblée, Maillol
pense à une sculpture de l'immobile et atteint une perfection des proportions, tant pour les sculptures de petit format que pour ses œuvres monumentales. Claude Monet, le berceau. Monet nous montre avec fierté son fils Jean, nouveau-né, avec sa femme Camille qui se penche sur le berceau. Les yeux foncés de l'enfant sont grands ouverts et sa tête est emmaillotée dans un bonnet blanc avec une boucle bleue royale. Dans son poing fermé gauche, il tient un tambour blanc au bout d'un bâton orangé. On aperçoit le coin d'un lit à côté du berceau, sans doute le lit conjugal. Sainte-Adresse, 1867. En juin 1867, le père de Claude Monet le prie de se rendre à Sainte-Adresse sur la côte normande pour s'occuper de sa vieille tante Sophie Lecadre. Monet profita de cette période pour avancer une vingtaine de tableaux, son séjour se prolongeant jusqu'à l'hiver. Le présent tableau est le plus important de sortir de cette période. En termes stylistiques, il est consistant avec ses marines produites à l'été et à l'automne de 1867. La présence d'épaisseurs sur la plage semble suggérer qu'on est à l'automne alors que les touristes nombreux en Normandie sont rentrés chez eux. Le tableau tranche avec celui qu'on a vu au Metropolitan, où on voit des touristes bien vêtus, observant une régate de petites embarcations par une chaude journée d'été. Le pont Argenteuil. À une distance de 10 pieds, les coups de pinceau de Monet se confondent et donnent une vue convaincante de la Seine et des bateaux à Argenteuil. Vu de proche, chaque coup de pinceau est distinct et forme une mosaïque de teintes brillantes. Dans l'eau, les touches rapides rendent bien le mouvement du courant. Pour les arbres, une peinture plus épaisse est appliquée avec des coups plus denses. Au début de l'impressionnisme, Monet, Renoir et les autres tentaient de capter les effets évanescents de la lumière sur les paysages et de transmettre l'expérience qu'ils vivaient. Le pont japonais. En 1999, Monet a peint 12 tableaux à partir de même point de vue, mettant en évidence le pont au-dessus de son jardin aquatique. Cette œuvre en fait partie. Lorsque Monet exposa ses toiles à la galerie Durand-Ruel, certains critiques ont mentionné sa dette envers l'art japonais. Le critique d'art Gustave Geoffroy décrit cette œuvre ainsi. Un bassin calme, immobile, rigide et profond comme un miroir, sur lequel poussent de mystérieux nénuphars et entouré par de la végétation douce et verdoyante. Femme avec un parasol. Comme déjà mentionné, Monet a eu l'occasion en 1871 de déménager à Argenteuil, ce qui lui a permis de peindre de multiples tableaux dans ce nouvel environnement qui s'y prêtait si bien. Dans cette toile, son habileté de portraitiste est mise en évidence autant que celle de paysagiste. Les traits de ses sujets sont représentés aussi librement que leur environnement. On voit sa femme Camille et son fils Jean un peu en retrait. La spontanéité et le naturel de l'œuvre furent soulignés par le salon impressionniste de 1876. Le soleil brille derrière sa femme Camille pour blanchir au-dessus de son parasol, pendant que les reflets colorés des fleurs sauvages à ses pieds se retrouvent sur sa robe. Alors, on va parler d'Auguste Rodin. Cette statue s'intitule « L'âge des reins », elle était faite en 1898. Cette splendide image d'un homme pleine grandeur représente une étape révolutionnaire en sculpture moderne, en ce sens qu'elle abandonne les références iconographiques traditionnelles en faveur d'une concentration sur la forme purement esthétique. Le titre de l'œuvre révèle l'intention de Rodin qui voulait nous montrer l'homme à l'aube du développement technologique qui le fait passer de l'âge où ses outils étaient en pierre à celui où ils seront en métal. Cette version de la statue qui se retrouve à Washington a été la première œuvre de Rodin à entrer dans une collection publique américaine. Le baiser, 1892. Les critiques du 9e siècle ont été séduits immédiatement par ce duo de Paolo et Francesca, les amants passionnés de l'enfer de Dante. Un critique surnomma l'œuvre Le baiser et ce titre lui est resté.
La version de ce musée n'est haute que de 10 pouces. C'est une des 69 versions de cette taille. Il faut savoir que l'original en bronze mesurait moins de 36 pouces en hauteur. Le penseur, 1880. Rodin avait imaginé que le penseur ferait partie de ces portes de l'enfer qui lui avaient été commandées par le Musée des arts décoratifs qui n'a jamais vu le jour. Rodin avait conçu cette pièce comme représentant un poète ou un créateur. En 1896, le nom du penseur avait fini par s'imposer. Il représente l'effort mental et aussi physique provoqué par l'angoisse de la création artistique ou intellectuelle. Le penseur de Rodin existe aujourd'hui en plusieurs matériaux et en plusieurs tailles. Le bourgeois de Calais. Rodin a conçu ce personnage comme étant une des 6 statues monumentales représentant ces citoyens du 14e siècle dans la ville côtière de Calais. Ces 6 hommes s'étaient offerts comme otages pour inciter les Anglais de lever leur siège de cette ville affamée. Ces bourgeois, sur les ordres des conquérants, étaient dépouillés de presque tous leurs vêtements. Rodin le montre alors qu'il s'apprête à quitter la ville pour passer au camp anglais où il s'attend à être exécuté. On voit dans l'attitude de Jean d'Air, avec ses poings fermés, sa mâchoire déterminée et ses yeux enfoncés, tout ce que ce sacrifice lui coûte. Passons maintenant à Berthe Morisot, la mère et la sœur de l'artiste. Cette toile est une des plus grandes produites par Berthe Morisot. Elle a été exposée au Salon des impressionnistes de 70 et de 74. Ce portrait familial, qui est une scène domestique intime, a été commencé à l'hiver 69-70, quand sa sœur Edma Pontillon, enceinte de son premier enfant, avait rejoint sa famille car son mari, qui était officier de marine, était souvent à l'étranger. À la veille d'envoyer son tableau à l'exposition, Berthe sollicita l'avis de son beau-frère Édouard Manet. Plutôt que de lui faire des suggestions verbales, Manet a repeint au complet le personnage de la mère. La touche assurée de Manet fait en sorte qu'il y ait un contraste marqué avec la sœur que Berthe avait peint de traits nerveux et raffinés. Gustave Caillebotte. Les Yoles. Entre 1977 et 1978, Caillebotte a réalisé une série de peintures de nageurs, de pêcheurs et de rameurs à sa résidence de Hyères. Cette toile a été exposée au 4e Salon des impressionnistes en 1879. Il avait adopté le coup de pinceau court et rapide de Monet et la palette audacieuse de Renoir, mais l'effet obtenu fut très différent car les rameurs zigzaguent en diagonale sur la toile, donnant un sens de mouvement, une progression dans le temps et dans l'espace qui révèle l'intérêt de Caillebotte pour la photographie. Un fervent marin et architecte naval, Caillebotte, peut-être inspiré des estampes japonaises, a adopté un point de vue dramatique, perché au-dessus de la Seine, pour accentuer la fragilité de ses embarcations facilement versantes. Dahlia et Jardin à Petit-Gennevilliers, 1893. Caillebotte, qu'on sait, était un fervent jardinier, tout comme son bon ami Claude Monet, avec qui il échangeait des informations horticoles. Il créait des paysages vibrants qu'il s'empressait de transférer ensuite sur ses toiles. La femme qu'on voit sur le tableau avec sa longue jupe et son chapeau à large bord était probablement la compagne de Caillebotte. Le peintre a utilisé une perspective récessive pour structurer sa composition avec de l'ombre et de petits nuages bleus dans un ciel, bleu pâle. Ce tableau a été donné au musée par une famille californienne qui en a joui dans sa résidence près de Los Angeles pendant 50 ans. Jean-Paul Riopelle, le roi de Tulé, 1973. Riopelle a peint ce tableau pendant son séjour à Paris. Le mot Tulé vient du grec et c'est le nom donné par l'explorateur du 3e siècle avant Jésus-Christ à une île qu'il présente comme étant la dernière de l'archipel britannique.
Ce terme désigne surtout au Moyen-Âge l'Islande, le Groenland, voire une île que les contemporains croient réelle au nord de l'Europe, mais qui n'existe pas. Vincent van Gogh, maison de ferme en Provence. Van Gogh arriva à Arles, en Provence, en provenance de Paris, en février 1888. Le paysage était couvert de neige. Il venait chercher le soleil dans la lumière brillante, simplifie les formes, en les changeant en motifs plats, tout comme dans les estampes japonaises qu'il aimait tant. Il disait que Arles était le Japon du Sud. Durant sa période là-bas, Van Gogh a été terriblement productif. On voit dans cette toile des paires de couleurs complémentaires, comme par exemple le rouge et le vert de la végétation, l'orange et le bleu dans la clôture, le rosé des nuages dans le ciel turquoise. Les impressionnistes utilisaient cette technique pour augmenter la luminosité de leurs œuvres. La Moussemée. Le titre de ce tableau venait d'un livre intitulé Madame Chrysanthème, un roman très populaire à l'époque qui raconte la relation entre un Français avec une jeune et jolie japonaise. Celle-ci portait le nom de la Moussemée dans le livre. Van Gogh s'en servit dans ce portrait qu'il fit de cette jeune provençale. Vincent a révélé avoir pris une semaine complète pour exécuter ce tableau, lui qui n'en prenait d'habitude pas plus que 2 jours. Nature morte avec orange et citron. Van Gogh a peint cette toile peu de temps après sa sortie de l'hôpital, où il était allé récupérer après le départ de Paul Gauguin, et vous connaissez l'incident de l'oreille coupée. À court d'argent, il décida de peindre cette nature morte qui pouvait se vendre facilement. Ce tableau met en évidence la maîtrise extraordinaire des couleurs et des textures contrastantes des objets, de la peau cireuse des fruits, des épines aiguës des cyprès et le tissu mou des gants bleus. Autoportrait 1889. Même si sa carrière ne durait pas plus de 10 ans, Van Gogh s'est montré un artiste prolifique et innovateur. Il était un adepte des autoportraits tout comme Rembrandt. Il en a réalisé 36 pendant sa vie. Cet autoportrait semble avoir été produit en une seule pose. L'orange vif de sa barbe et cheveux crée un contraste étonnant avec le jaune et le vert dans son visage. Les coups de pinceau dynamiques donnent un air de spontanéité et d'expression intense au sujet. Van Gogh disait que ce portrait avait capté sa vraie personnalité. On passe maintenant à Rembrandt, homme au costume oriental de 1635. Dans cet imposant tableau, Rembrandt nous montre un barbu portant un turban élaboré et décoré de bijoux qui regardent le spectateur. Une cape de fourrure attachée autour de son cou par une chaîne en or couvre ses épaules. Une aigrette qui faisait partie de la garde-robe d'un ottoman retient une lourde chaîne en or à son turban. Rembrandt était particulièrement intrigué par le Moyen-Orient. Ses œuvres dans les années 1630 reflètent cet intérêt. Les marchands hollandais s'étaient déjà rendus au Moyen-Orient, alors il n'était pas rare de voir des étrangers vêtus de cette façon dans les rues d'Amsterdam. Cet accoutrement était même devenu à la mode parmi les Hollandais eux-mêmes. Lucrèce. La tragique histoire de Lucrèce se passa à Rome au VIe siècle avant Jésus-Christ, sous le règne du tyran Tarquinius le Superbe. Rembrandt nous montre Lucrèce complètement angoissée juste avant son suicide. On sent la tension que vit cette femme au moment poignant où elle est forcée de choisir entre la vie et l'honneur. Le mari de Lucrèce s'était vanté auprès de ses collègues militaires que sa femme était sans doute plus vertueuse que toutes leurs propres femmes. Piqués par cette vantardise, les soldats s'en vinrent à Rome, où ils découvrirent Lucrèce en train de filer la laine avec ses servantes. Les vertus de Lucrèce titillaient Sextus Tarquinius, le fils du tyran, qui, entrant dans sa chambre quelques jours plus tard, il la menaça de mort s'il ne cédait pas à ses avances. Le lendemain, elle convoqua son mari et son père pour les informer de cet événement. Même si elle se déclarait
innocente, elle dit vouloir retrouver son honneur en se suicidant, ce qu'il fit en sortant une épée de sa robe. Débordant de peine et de colère, le père et le mari jurèrent de la venger, ce qui déclencha une révolte qui détrôna le tyran, menant finalement à la création de la République romaine. Un noble polonais. Ce tableau n'est pas le portrait d'une personne spécifique, mais représente plutôt un type générique et exotique que Rembrandt aimait bien peindre dans les années 1630. Cette sorte de tableau laissait pleine liberté à Rembrandt et à son imagination. Il a réussi à créer une présence puissante et presque sculpturale. On peut se demander si ce n'est pas un autoportrait déguisé et amélioré qu'il a pondu là. Portrait de Rembrandt 1650. Même si ce tableau a longtemps été considéré comme un autoportrait, les analyses techniques et stylistiques établissent maintenant qu'il a été peint par quelqu'un de l'atelier de Rembrandt, probablement Govert Flinck. Ce portrait est inusité dans le sens où le costume est exécuté d'une manière très différente du visage. Alors que les traits du visage sont modelés avec moult nuances, le costume est fait par une variété de techniques audacieuses. Les toiles de Rembrandt sont plus constantes dans les techniques utilisées. On peut présumer que Rembrandt a finalement approuvé le concept, l'exécution de ce tableau. Il y avait, semble-t-il, une forte demande pour les images de Rembrandt. Jan Vermeer, fille avec une flûte. Jadis attribuée à Vermeer, cette toile a possiblement été exécutée par un des associés dans son atelier. Même si l'aspect général et l'apparence se rapprochent de l'œuvre de Vermeer, surtout de la fille au chapeau haut qu'on va voir immédiatement après, la qualité est inférieure au standard de Vermeer. Ces deux œuvres ne sont pas des portraits, des études informelles des effets de la lumière, des expressions faciales. Les deux femmes dévisagent le spectateur du dessous de leur chapeau, qui crée une ombre sur une partie du visage. Dans ce tableau-ci, la fille se penche vers l'avant, dans une pose plus statique que l'autre. Fille au chapeau rouge. C'est une des plus petites œuvres de Vermeer et elle a été peinte sur un panneau plutôt que sur une toile conventionnelle. Cette fille est d'une rare spontanéité. Le choix superbe des couleurs de Vermeer est le plus grand attribut de cette œuvre. Les principales teintes utilisées sont le rouge du chapeau et le bleu intense de la robe. Et il a su utiliser le blanc du foulard pour unifier le tout. Femme tenant une balance. Ce tableau est un parfait exemple du sens de la stabilité et du rythme de Vermeer. Une femme en bleu se tient sereine à une table dans le coin de la pièce. La balance dans sa main droite est à l'équilibre, suggérant son état d'âme intérieur. De grandes peintures du jugement dernier est accrochée au mur derrière elle. Une lumière douce entre par la fenêtre et illumine la scène. La scène semble reliée aux enseignements de saint Ignace de Loyola et à ses ouailles qui disaient de peser leurs péchés en fonction du jugement dernier. Une dame écrivant. Vermeer était avant tout un peintre de la lumière. Dans ce délicieux tableau, de lumière diffuse illumine le dessus de la table, le visage de la dame et son riche vêtement jaune. Le regard du sujet qui croise celui du spectateur suggère qu'il s'agit ici d'un portrait. Dans cette œuvre tardive, Vermeer continue à créer des ambiances tranquilles et intimistes, telles qu'il a toujours préférées depuis ses premières toiles historiques. Passons maintenant à Pierre-Paul de Rubens. La marquise Brigida Toria. Durant son séjour à Gênes en 1606, Rubens a peint ce superbe portrait de la marquise. Cette nouvelle mariée de 22 ans était issue d'une des familles nobles de la ville. Le décor imposant et l'apparence aristocratique du sujet laissent peu de doute sur le fait qu'elle avait un statut et une richesse importante. La lumière qui inonde la scène crée des plis expressifs dans sa lourde robe en satin, pendant que le rouge des rideaux ajoute un effet dramatique. La direction de son regard, la perspective de l'architecture, suggère que le tableau était prévu être accroché dans une partie supérieure d'un mur, plus haut que le spectateur assurément.
Agrippine et Germanicus. Rubens a vécu et travaillé en Italie, où il se plongea tête première dans l'étude des sculptures anciennes. Il admirait la beauté idéalisée de ses formes classiques. Il fit de nombreuses études sur ses œuvres qui vont lui servir pour le reste de sa carrière. Cette double image de profil étude de ses manifestations, l'étude spectaculaire de l'intérêt que Rubens avait pour les sculptures de l'Antiquité. Agrippine était la petite-fille de l'empereur Auguste, et Germanicus, son mari, était le commandant en chef des armées romaines en Gaule et en Allemagne. Ce tableau ressemble à un camée par son sujet et sa composition, mais dû au grand talent de Rubens, les personnages semblent bien vivants. Melchior, le roi assyrien. Rubens a peint ce portrait remarquable d'un des trois rois mages en 1618 pour l'un de ses amis d'enfance. Cette image a été traditionnellement associée à Melchior, le roi assyrien, dont on voit le profil sous la forme d'un homme d'âge mûr avec une grosse barbe. Dans sa somptueuse robe, il vient juste d'ouvrir un contenant d'encens pour le divin enfant. Représenter un roi mage était un rituel pour Rubens, qui, à cause de sa grande piété, a peint la scène de l'adoration des mages pas moins de 12 fois. Passons maintenant à Marc Chagall. Le tableau s'intitule Purim. En 1917, Chagall a reçu une commande de la Société pour la promotion des arts dans le but de créer une série de murales grand format décrivant des fêtes religieuses. Ces murales étaient destinées à une école rattachée à la synagogue principale de Saint-Pétersbourg. Purim est la fête qui commémore le sauvetage des Juifs qui ont échappé à la cruauté du roi Ahasuérus. Cette célébration implique des échanges de nourriture et des gâteries, comme on peut en voir dans la murale de Chagall. Place de la Concorde, 1952. Un homme flottant dans les airs ressemble vraisemblablement à un autoportrait de Chagall, tend une main protectrice au-dessus d'une femme qui tient un enfant dans ses bras. Elle surplombe la place de la Concorde à Paris, telle une statue monumentale, semblable aux statues de la place qui incarnent 8 villes de France. Chagall dessine un Paris resplendissant de couleurs pastel du printemps. Chagall avait produit ce tableau pour son célèbre cycle Vision de Paris en 1952 pour la revue américaine Verve. Alberto Giacometti, Le Chariot, 1950. Cette œuvre de Giacometti fait partie de 3 sculptures les plus chères jamais vendues aux enchères publiques. En 2014, elle a été payée 101 millions de dollars. Oui. Cette obsession pour le sculpteur suisse qui a façonné les figures humaines dans le Paris de l'après-guerre symbolise une époque épouvantable. Le chariot est la première grande sculpture créée par Giacometti après la guerre. En 1938, il avait été frappé par une voiture conduite par une Américaine ivre. Avec sa jambe droite écrasée, il sera condamné éventuellement à boiter tout le reste de ses jours. La mobilité devient donc pour lui un thème qui lui est cher, que ce soit avec l'homme qui marche, qu'on va voir, ou avec cet homme qui se déplace en chariot. L'homme qui marche, 1978. Une sculpture abstraite en bronze, un matériau lourd, contraste avec la nudité et la fragilité de son corps. Cet homme semble esselé et pathétique, puisqu'il semble marcher, il a les pieds enracinés. Il apparaît comme placé seul face au monde. Sa nudité et sa fragilité, aux yeux de son créateur, devaient le rendre universel et intemporel. Passez maintenant du côté des artistes britanniques, avec James Tissot, qui était en réalité un peintre français, comme vous savez, mais il a fait carrière en Angleterre. Ce tableau s'intitule Cache-Cache. Au début de 1874, Degas écrivit à Tissot et lui dit « Écoutez, mon cher Tissot, vous devez absolument venir exposer au premier salon impressionniste. Sachez que votre pays est avec... Soyez de votre pays et avec vos amis. » Mais Tissot a persisté à demeurer en Angleterre
Et comme Degas, il continue à travailler dans la veine du réalisme. Cache-cache se situe dans le salon encombré de la Victorienne, le studio de l'artiste en fait. Après que Kathleen Newton soit entrée dans sa vie, Tissot se concentre sur des scènes anecdotiques qui tournent autour de leur vie de banlieue. On voit la compagne d'artiste qui lit dans un coin pendant que ses nièces s'amusent à jouer à cache-cache. Henry Moore, pièce coupée au couteau. Une impressionnante sculpture faite en bronze, haute de 2 étages, avec des formes arrondies. Les formes douces et arrondies se trouvent côte à côte. La forme à droite fait une légère courbe vers la gauche. La forme de gauche ressemble à un U géant avec une grande courbe vers le bas. La sculpture a une coloration dans les tons de miel. Une troisième forme apparaît comme élément droit à la verticale, derrière et à gauche de la pièce en forme de U. Alfred Sisley, inondation à Pont-Merly, 1872. Une inondation au printemps de 1872 attira Sisley à Port-Marly, lui qui habitait non loin à Louvancienne. Plutôt que de peindre une scène dramatique de cet incident, Sisley a choisi de se concentrer sur les effets visuels des nuages gorgés de pluie et sur les rues recouvertes d'eau. La tranquillité qui émane de ce tableau et la simplicité des observations de Sisley sont des qualités qui viennent du peintre Corot qu'il avait rencontré dans les années 1860. La composition est traditionnelle, mais ce qui en fait une œuvre impressionniste, c'est qu'il a peint la scène rapidement, probablement en une seule session. Les tonalités nuancées de la surface animée de la peinture sont des marques d'une œuvre de maturité de Sisley. Passons maintenant au peintre espagnol de la collection de la National Gallery avec El Greco. Saint-Martin et le mendiant. Ce saint qui vivait durant le règne de Constantin le Grand était membre de la cavalerie impériale près de la ville d'Amiens en Gaule. Il croisa un mendiant transi par une glaciale journée d'hiver. Il coupa aussitôt sa cape en deux avec son épée et la partagea avec ce dernier. La tradition veut que le Christ lui soit apparu en rêve et lui ait dit « Ce que tu as fait pour ce pauvre homme, c'est pour moi que tu l'as fait. » La distorsion que El Greco a donnée à la forme du mendiant est un indice qu'il n'est pas de ce monde et suggère sa vraie identité révélée dans le rêve de Saint-Martin. Laocoon, 1614. Laocoon était le mythique prêtre à Troyes qui avait averti ses concitoyens de se méfier de ce cheval de bois laissé par les Grecs à l'extérieur de la muraille de la ville avant de partir. Ce prêtre s'attira les foudres des dieux pour avoir profané un objet dédié à la déesse Athéna. El Greco nous montre des serpents envoyés par les dieux en colère, défiant Laocoon et ses fils dans un combat mortel. El Greco prend tous les moyens possibles pour rendre cette scène lugubre en donnant des tons de chair bizarres aux personnages qui s'apparentent à une apocalypse. Francisco Goya, Madame Sabaza Garcia. Dans les années entre sa nomination comme peintre officiel de la cour de Charles IV et l'invasion des troupes de Napoléon en 1808, Goya a vécu de belles périodes de productivité et de sécurité financière. En contraste avec son œuvre antérieure, qu'on va voir dans un instant, La Marquise de Pontéiole, Goya se dispense du décor et traite les costumes de façon plus impressionniste. Éliminant les détails superflus, il donne vie à ses personnages avec une économie de moyens, suggérant l'aspect de la mantille et de la dame plutôt que d'entrer dans les détails. Goya a créé le vocabulaire visuel qui représente l'expression beauté espagnole. La Marquise de Pontéiole, 1786, une œuvre de beaucoup antérieure à celle qu'on vient de voir. Alors, les arbres, la pelouse, la végétation simplifiée et presque abstrait mettent en évidence cette marquise à la taille de guêpe. Elle représente bien des membres de l'aristocratie espagnole qui se prenaient pour Marie-Antoinette devant la Révolution française.
l'attachement à la nature des gens du 18e siècle, encouragé par les écrits de Jean-Jacques Rousseau, est évident dans le décor et la présence de fleurs. Le ton général du tableau en vert argenté rappelle Velázquez, que Goya avait étudié et même copié. Goya aurait peint ce portrait à l'occasion du premier mariage de la marquise. Allons voir du côté de Picasso maintenant. La tragédie. Picasso nous transmet un sentiment de tristesse à travers cette toile de 1903, où il représente une famille de pauvres au bord de la mer. Il nous donne le sentiment, une fois de plus, qu'une atmosphère qui traduit son état d'esprit. Il n'y a aucun signe de catastrophe dans cette scène, mais la manière dont les personnages adultes se posent et se tiennent, sans se réconforter, regardant désespérément vers le bas, signifie que tout ne va pas bien. L'enfant, de son côté, semble trop jeune pour comprendre ce qui se passe, mais il regarde la femme d'un air suppliant. Ainsi, la calamité dans cette peinture est subjective plutôt que les références à un événement particulier. L'œuvre a des couleurs bleues profondes qui sont devenues celles qui ont donné le nom à la période bleue qui a commencé après le suicide d'un des bons amis de Picasso. La famille de Saltimbanque, 1905. Dans un paysage nu et désolé, un espace sans profondeur, se tiennent 6 personnages. Il y a, en commençant par la gauche, un grand arlequin maigre qui parle à un bouffon vieillissant et massif. Il tient une petite fille par la main. Derrière ce trio se tiennent 2 garçons. Un adolescent qui porte un tambour sur ses épaules et un enfant dont les vêtements sont trop grands pour lui. Au premier plan, isolé sur la droite, on voit une jeune femme portant un chapeau de Majorque. Tous ces personnages portent des vêtements délabrés, leurs expressions sont impassibles et indéchiffrables. Ce tableau date de la période rose de Picasso, qui a suivi immédiatement sa période bleue. Il observe et dessine toujours des gens du peuple, pauvres ou misérables. Les acrobates de rue étaient nombreux à l'époque à Paris, et Picasso fréquentait assidûment le cirque Medrano et les artistes qui s'y produisaient. Tête classique. Pendant la Première Guerre mondiale, Picasso séjourna un bon bout de temps à Rome avec Jean Cocteau, travaillant au décor pour la troupe de ballet Diaghilev. C'est là qu'il a rencontré Olga Koklova, une danseuse qui deviendra sa femme. Au début des années 20, à force de voir à Rome des statues de l'Antiquité, grecque et romaine, il peignit comme celle-ci, en peint de retour à la figuration et au classicisme. Les Amants, 1923. Picasso rêve en 1923 un couple voyageant dans l'Italie de la Renaissance. Ce couple de jeunes amoureux habillés est réalisé avec une légèreté de touche que lui donne la finesse de certains pastels, tandis que les traits du contour sont si purs qu'ils semblent tracés à l'encre. La femme pose la main sur celle de l'homme sans que celui cherche à la prendre d'une manière grossière. Le rouge semble avancer vers nous, légèrement amorti par le buste de la femme et de ses couleurs froides. Le bleu derrière la fenêtre ne donne pas vers l'extérieur, mais semble plutôt être un rideau. Alors, ceci conclut notre visite de la collection du National Gallery d'Art de Washington. Maintenant, je vais vous dire ce que j'en pense de ce musée, de cette collection-là. Alors, ce musée national est de toute évidence un musée généraliste, qui se classe parmi les 5 plus importants des États-Unis. En 2021, il a reçu 1 700 000 visiteurs et il s'est classé 5e parmi les musées les plus fréquentés au monde, ce qui n'est pas rien. La East Wing a été construite dans les années 70, comme j'ai déjà dit. Ce sont les enfants d'Andrew Mellon, comme leur père, avant eux, ont financé cette construction pour recevoir la collection d'art moderne. Quelle belle tradition! La collection permanente compte nombre d'œuvres européennes et américaines depuis le Moyen Âge jusqu'à nos jours.
Ce musée se targue de posséder la seule peinture de Léonard de Vinci en sol américain. Bravo, mais cette collection a des lacunes qu'on s'explique mal. Par exemple, on n'y trouve aucune œuvre du Britannique William Turner, ni de l'Espagnol Diego Velázquez, ni de l'Italien Le Caravage. Pourtant, il me semble que ce sont là des incontournables. Néanmoins, ce musée mérite largement d'être visité et il m'a vraiment impressionné lors de ma visite. Le West Wing est remarquable par la quantité de toiles de qualité qu'on y retrouve. Tandis que la nouvelle East Wing m'a frappé par son architecture époustouflante de M. Paille, mais j'ai trouvé qu'il y avait peu d'œuvres dans un aussi grand espace. Alors, ceci m'a fait à ma conférence d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre intérêt renouvelé. En terminant, j'aimerais vous dire que je m'étais engagé à vous parler du Louvre à la prochaine conférence, du 4 mai. Honnêtement, j'ai changé d'idée quand j'ai vu que la collection compte 490 000 œuvres et je ne m'imaginais pas en train de faire une sélection d'environ 125 tableaux pour que ça rentre dans notre format habituel. D'autant plus que leur site Internet est plutôt rare de commentaires sur chacune des toiles. J'ai donc fait un virage à 90 degrés pour me réfugier à Amsterdam, au sympathique Rijksmuseum, qui recèle des trésors insoupçonnés de l'art flamand et de l'Occident en général. Je crois bien que vous entérinez mon choix sans problème. Pour le Louvre, ça ne sera que partie remise. Alors, merci beaucoup.